Et voilà, donc bonjour à toutes et à tous, et puis merci de m'avoir proposé d'intervenir lors de ces journées scientifiques. Donc moi, je vais donc vous présenter quelques-uns des principaux résultats d'une recherche anthropologique qui est menée depuis maintenant plus d'un an dans le cadre du programme ANR qui s'appelle Covid Ethics, fabriquer l'éthique en temps de crise pandémique, anticipation, confiance et innovation, et qui est donc dirigé par Léo Koudelek de l'équipe recherche en éthique et en épistémologie. Et donc, à partir de cette recherche, on se propose d'interroger le vécu de cette crise chez les soignants, ainsi que les dilemmes et les enjeux éthiques qui ont émergé de cette crise, donc toujours chez ces soignants, et en mobilisant pour cela, comme prisme heuristique, la notion d'expérience, et plus précisément encore la notion d'expérience éthique. Voilà, donc, autrement dit, l'une des questions qui va guider ce travail, elle pourrait être formulée ainsi, cette crise a-t-elle été le vecteur de type singulier d'expérience qu'on pourrait alors qualifier d'expérience éthique? Et je vais revenir bien sûr tout au cours de cette présentation sur cette notion pour tenter de la définir au moins partiellement. Et on a donc essayé de répondre à ces questions en s'intéressant au vécu des soignants hospitaliers, et en menant pour cela une enquête ethnographique, c'est-à-dire qui repose sur des entretiens et des observations. Et ça a été fait dans des services de réanimation et des services de maladies infectieuses à Paris et à Marseille. Et cette recherche, elle propose donc de mettre en perspective l'expérience de cette crise du point de vue de ces différentes spécialités hospitalières, réanimation ou maladies infectieuses, et du point de vue de ces deux métropoles, donc dans des perspectives aussi comparatives. Et de cette enquête ont émergé donc trois principaux axes de travail, trois principales pistes de recherche. Un premier axe qu'on pourrait appeler donc l'expérience de la crise et l'expression de ses formes narratives. Un second axe qui va se pencher là plus précisément sur la construction des choix thérapeutiques en temps de crise. Donc là, on est plutôt du côté des médecins. Il va s'agir de comprendre comment on choisit, comment on essaye, comment on abandonne une thérapeutique et sur quelles connaissances on va s'appuyer dans un contexte très fort d'incertitude, incertitude donc sur la maladie et sur ses traitements, sur quelles connaissances on va s'appuyer pour construire une prise en charge thérapeutique. Et finalement, une troisième réflexion qui porte, elle, plutôt sur les problématiques liées au processus et aux décisions de fin de vie dans ce contexte de crise et dans ces services. Et là, ça va plutôt être donc ce dernier axe qui va se trouver au centre de cette présentation, même si bien sûr ces axes sont relativement transversaux et imbriqués. Et donc, cette présentation qui va se focaliser principalement sur les deux services de réanimation enquêtés, pour deux raisons principales. D'une part, parce que le temps est limité, donc il faut faire des choix, on ne peut pas tout dire, donc je vais plutôt me concentrer sur ces services de réanimation, mais aussi une autre raison, c'est que finalement, dans ces services, il y a déjà une expérience, si on veut, si ce n'est, on pourrait parler aussi peut-être de culture, culture de fin de vie. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est aussi de voir comment cette culture de fin de vie, ce sont des services, les REA, qui sont habitués à prendre en charge des patients en fin de vie. Donc, comment cette culture de fin de vie, elle va être mise à l'épreuve durant cette crise. Et les deux services enquêtés, donc ces deux services de réanimation, ce sont un service de réanimation dit neurochirurgical, donc spécialisé dans la prise en charge de patients neurolésés, et donc ce service qui est à la PHP, donc les hôpitaux publics de Paris, et un service de réanimation polyvalente spécialisé dans la prise en charge de patients polytraumatisés, donc souvent des accidents de la route, et dans un hôpital de l'AP-HM, donc à Marseille. Voilà. Peut-être pour commencer, quelques précisions et chiffres pour éclairer un peu ce qu'est le travail en réanimation. Donc aujourd'hui, c'est 70% de la population qui décède à l'hôpital. Et sur ces 70%, c'est une personne sur 5 qui décède dans un service de réanimation. Et il y a 20 à 25% des patients qui sont admis en réanimation qui vont décéder en réanimation, donc près d'un quart des patients. Et donc, comme le relève la sociologue Nancy Kentish-Barnes, la mort en réanimation, elle ne s'inscrit pas dans une bonne mort, telle qu'envisagée en tout cas dans l'imaginaire collectif, une bonne mort étant associée à une mort douce, sans acharnement thérapeutique et sans violence, que cette violence d'ailleurs soit technique ou symbolique. Non, au contraire, en réanimation, les patients ils sont plus souvent inconscients,
Ils sont dépendants d'un ensemble de dispositifs médico-techniques et la mort, elle va donc relever le plus souvent d'une mort construite par des décisions médicales dans un contexte de haute technicité. C'est bien sûr le cas des services qui sont au centre de cette présentation. Et la mort, elle est donc omniprésente en réanimation et elle découle donc de processus médicaux particuliers qui visent à limiter ou alors à arrêter les thérapeutiques actives. Et là, on va donc parler de limitation des thérapeutiques actives, c'est-à-dire donc un maintien des soins en cours sans escalade supplémentaire si la défaillance d'un organe en plus, d'un organe supplémentaire survenait. Donc, d'un côté, limitation, et de l'autre côté, on va parler d'arrêt des thérapeutiques actives. Là, c'est plutôt une interruption des thérapeutiques qui vont suppléer aux fonctions vitales. Et on va parler donc de l'ATA, donc l'acronyme, pour évoquer le cadre législatif et protocolaire qui régit ces pratiques. Et donc, un cadre qui a pour principal objectif de protéger les patients du risque d'acharnement thérapeutique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on parle plutôt que d'acharnement thérapeutique, on va parler d'obstination déraisonnable. Mais comme le souligne encore donc Nancy Kentish-Barnes, qui dit décision, dit aussi discussion, négociation, désaccord, conflit, intervention et mise en acte. Et donc, je cite toujours cette sociologue, la décision de fin de vie, c'est donc une véritable construction sociale. Et loin d'être purement objective et médicale, elle est conditionnée par des effets de contexte, par l'engagement des professionnels aussi, et par le sens qu'ils vont donner à leur travail, ou encore par des pressions extérieures. Et les patients, ils ont donc un rôle central dans ce processus. Lorsqu'ils sont conscients, donc ce n'est pas toujours le cas en réanimation, parce qu'au bout d'un moment, ils sont souvent sédatés et intubés, ou lorsqu'ils ont exprimé au préalable ce qu'on appelle des directives anticipées. Les proches aussi jouent un rôle clé, notamment parce qu'ils vont rapporter les souhaits du patient, ou alors parce qu'un proche a été désigné par ce patient personne de confiance. Et c'est d'autant plus vrai qu'ils jouent un rôle clé lorsque les patients ils vont arriver en réanimation déjà sédatés et donc dans l'incapacité d'exprimer des souhaits. Donc là, ce sont bien les proches qui vont rapporter les souhaits du patient à travers notamment l'évocation de souvenirs, l'évocation de discussions informelles, aussi en évoquant les traits de caractère du patient, ses aspirations, ses désirs, son histoire, ses valeurs, etc. Mais ils vont pouvoir aussi apporter d'autres types d'informations, notamment sur le degré d'autonomie du patient à domicile et sur sa qualité de vie. Voilà. Tout ça va participer des réflexions médicales engagées et de la construction finalement de la prise en charge thérapeutique et de la prise en charge d'une possible fin de vie. Voilà. Pour entrer un peu plus dans le cœur de la recherche et de nos résultats, ce que révèle notamment cette enquête, c'est que cette crise, elle a favorisé chez les soignants le sentiment de flirter avec l'obstination déraisonnable plus que d'habitude, on pourrait dire. Alors là-dessus, il y a les propos d'une infirmière qui sont assez éloquents, puisqu'elle dit « c'était difficile, on avait du mal à arrêter les traitements en se disant « là, on va vraiment trop loin, ça devient déraisonnable ». Et elle explique ces situations du fait notamment de l'incertitude qui entoure cette maladie, ce qui implique, là je la cite encore, ou plutôt je vais citer différents propos de soignants, ce qui implique qu'on ne sait pas quand s'arrêter, qu'on va au bout du bout, ou encore qu'on va au bout du bout parce que peut-être que le patient va revenir. Voilà. Et les médecins aussi, ils expriment des difficultés, et notamment des difficultés de raisonner dans le cadre de ces décisions de l'ATA prises pour les cas de Covid grave. Donc. Et ces difficultés, elles résident pour deux principales raisons. D'une part, ils expliquent qu'ils ne peuvent pas, par manque de recul et par manque de littérature, mettre en perspective les critères médicaux des patients. Donc là, on est dans la clinique, vraiment auprès du patient. Donc mettre en perspective cette expérience clinique, on va dire, avec la littérature qui apporterait ce que les médecins appellent, ce que certains appellent les connaissances objectives sur les facteurs de risque. Donc, on ne peut pas faire ce dialogue entre expérience clinique et littérature. Mais il n'y a pas que ces connaissances objectives issues de la littérature qui entrent en jeu dans ces difficultés, puisqu'il y a aussi l'expérience accumulée auprès d'un certain type de patient qui va guider les choix et les pratiques des médecins. Donc ça, il y a un médecin de la Réa parisienne de Neurochir qui l'exprime très bien lorsqu'il dit, par exemple, au sujet de ces décisions,
C'est souvent sur la base de l'expérience, car quand tu as un peu de bouteille en réanimation, que tu as vu des centaines de neurolésés, tu as aussi l'expérience de voir ceux qui s'en sortent et ceux qui s'en sortent pas. Et on retrouve des discours assez similaires chez les équipes de la réa polyvalente, qui ont, elles, donc l'expérience de patients polytraumatisés. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, un peu paradoxalement, finalement, si l'incertitude, comme on vient de le voir, elle est plus grande avec le Covid, plusieurs médecins, ils expliquent aussi que finalement, c'était plus facile dans les échanges avec les proches, parce qu'ils étaient interdits, mais il y a quand même eu des échanges, notamment par téléphone, puis après, ils ont pu venir, mais de façon encore assez contrainte et restreinte. Donc, il y a pas mal de médecins qui expliquent quand même que c'était plus facile dans les échanges avec les proches, cette gestion de l'incertitude, finalement, puisque du fait du traitement médiatique de la maladie, les proches étaient très au fait, finalement, des risques qu'encouraient les patients, notamment s'ils étaient vulnérables avec des facteurs de risque, hein, s'ils étaient âgés, s'ils étaient diabétiques, s'ils étaient en surpoids, etc. Donc, cette issue, finalement, de la mort, ça ne veut pas dire que c'était plus facile, mais ça veut dire, enfin, pour les proches, mais en tout cas, pour les échanges, pour faire comprendre aux proches ce qui pouvait éventuellement arriver, et ben ça a été plus facile que d'habitude pour les médecins. En tout cas, pour une grande part des médecins, c'est ce qu'ils relatent. Voilà, donc en tout cas, quoi qu'il en soit, cette incertitude médicale, elle est constitutive du travail en réanimation, même hors Covid. Mais ces équipes, elles expliquent quand même que l'incertitude, elle a été beaucoup plus forte et beaucoup plus difficile à gérer finalement avec le Covid. Puisqu'encore une fois, ils n'avaient pas l'expérience de cette maladie, et une maladie qui a notamment pour particularité de produire des décès et des rémissions assez inattendues et assez imprévisibles. Puisqu'avec le Covid, et ça encore plus lors de la première vague, hein, les décès ils sont d'autant plus douloureux pour les soignants qui se trouvent dans l'impuissance de les anticiper et de les prévoir. Et tout ça, ça favorise bien sûr donc cette incertitude et ça favorise en même temps donc ce sentiment d'un acharnement thérapeutique ou de flirter avec les limites de l'obstination déraisonnable, pour reprendre plutôt les termes qu'on emploie aujourd'hui. Puisqu'on se demande donc jusqu'où on peut aller, quelles sont les limites à ne pas franchir, alors justement que la dynamique de cette maladie, elle semble insaisissable et que du côté des soignants, on ne parvient pas finalement à stabiliser une expérience de cette maladie, hein, dans la manifestation en tout cas de ces formes graves. On a du mal à généraliser à partir des séries de cas qu'on pourrait voir dans le service. On a du mal à homogénéiser finalement une expérience de cette maladie et de ces formes graves. Mais ce qui va favoriser aussi ce sentiment de flirter avec ce risque d'obstination déraisonnable, c'est aussi le fait que certains patients ils sont perçus par les soignants comme des miraculés. Et donc, alors que va s'établir justement un consensus sur le décès proche d'un patient, sur le décès futur d'un patient, après une prise en charge souvent intensive et longue, et ben finalement, ce patient il va se remettre assez soudainement, il va se rétablir, il va se réveiller, et même souvent, donc, ce qui est relaté par les soignants, c'est qu'il va très vite récupérer aussi et qu'il ne va pas avoir beaucoup de séquelles post-réa. Et donc, tout ça d'une manière assez soudaine et inattendue. Par exemple, dans le courant de la seconde vague, j'interroge une infirmière sur ces difficultés donc, dont on m'avait déjà fait part, sur ces questions qui se posent par rapport à la fin de vie dans le cadre de cette crise. Et elle me répond, on ne sait toujours pas, vu qu'il y a des miraculés, on a toujours ce truc de se dire, entre guillemets, peut-être. Donc, un miraculé, hein, pour exemple, ça va être ce patient dont parle un infirmier, un patient qui a fait 19 séances, donc peut-être vous en rendez pas compte, mais c'est énorme, 19 séances de décubitus ventral, et qui s'est remis avec tout ça alors que son pronostic était très, très défavorable. Donc, le décubitus ventral, qu'on dit dans le jargon DV, ça consiste à retourner les patients sur le ventre pendant plusieurs heures, pendant que le patient, souvent, il est intubé et sédaté, hein, et ça, c'est pour améliorer l'oxygénation du sang. Et donc, cette pratique, elle est très éprouvante pour les soignants parce qu'il faut être nombreux pour retourner les patients sans arracher aussi les dispositifs médicaux, souvent d'ailleurs des patients qui sont en surpoids. Mais c'est aussi éprouvant pour les patients parce qu'il faut rester allongé des heures sur le ventre. Et ben, ça meurtrit les chairs, ça meurtrit les corps, ça abîme, entre guillemets, les patients. Et donc, en réa, du fait du Covid, il y a eu un très grand nombre de patients qui on a prescrit des séances de DV. Et en plus de ça, alors que cette thérapeutique, elle repose finalement sur une pratique
assez simple, on va dire, qui est en tout cas loin de l'image de la haute technicité de la réanimation, en réalité, c'est un dernier recours pour les patients atteints de Covid grave. Ça fait partie des derniers outils qu'on a pour essayer de guérir ces patients. Et donc, le sentiment de se trouver parfois aux limites de l'obstination déraisonnable, il va sortir renforcé avec cette pratique du DV qui est à la fois un dernier recours et qui, en plus, va fortement marquer les corps. Et enfin, je pointais un dernier élément qui semble participer aussi de ces difficultés à saisir les limites éthiques du soin et donc de l'obstination déraisonnable. C'est le fait que ces équipes, elles prennent régulièrement en charge des patients jeunes. Ou régulièrement, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, ça va leur arriver, dans le cadre de cette crise, de prendre des patients jeunes, de prendre en charge des patients jeunes pour des formes graves de Covid. Et donc, ces patients jeunes qui font des formes graves et qui décèdent parfois dans les services, et ben justement, parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils n'ont aucun antécédent connu en plus de ça, ils vont constituer finalement des événements qui vont être très marquants pour les équipes. Et ces événements-là, donc ces décès de jeunes patients, ils vont participer de la construction du groupe de soignants comme ce qu'on pourrait appeler une communauté affective, si vous voulez, au sens où on va partager en tant que soignant, en tant que collectif au travail, une expérience traumatisante de souffrance, de tristesse et de peur aussi, de peur de voir mourir finalement ces patients. Mais ces événements, ils vont doubler, si vous voulez, cette communauté affective d'une communauté morale et d'une communauté de pratique, puisqu'en effet, si la prise en charge de ces patients jeunes, elle va inviter à une même injonction qui va être plus ou moins tacite, et qu'on va pouvoir résumer par l'expression « il faut tout mettre en œuvre pour les sauver », si vous voulez. Donc voilà, il y a une communauté affective, mais aussi une communauté morale. Il faut tout mettre en œuvre pour les sauver. Et donc, bien sûr, c'est aussi une communauté de pratique parce qu'il va falloir mettre en œuvre, comme ils le disent. Et si l'un d'eux décède, donc, si un de ces patients décède, cette injonction, elle va encore se doubler d'une autre injonction, si on veut, qui va être « plus jamais ça ». Et donc, ça va impliquer de mettre les moyens, finalement, pour pas que cette histoire dramatique, elle se répète. Voilà, donc c'est en cela que les patients jeunes, qui restent quand même des exceptions, je le rappelle, ils vont participer au brouillage de ces frontières entre le soin et l'obstination déraisonnable. Mais il y a aussi des patients jeunes miraculés qui ont survécu, alors que comme, pour reprendre l'expression de beaucoup de soignants, ils avaient un pied dans la tombe. Et là encore, donc, de telles expériences, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, elles vont un peu plus brouiller les frontières de l'éthique du soin, puisque ces jeunes miraculés, ils s'en sont aussi sortis justement parce qu'on a tout tenté et parce que d'une certaine façon, on est allé un peu au bout de ce qu'on pouvait faire. Voilà, donc là, j'ai un peu présenté des éléments communs à ces deux services, dans les façons en tout cas d'appréhender ces situations spécifiques à la fin de vie, etc. Bien sûr, ça ne doit pas masquer les singularités de ces services, notamment sur l'approche éthique qui va y être déployée, et la façon de prendre des décisions ou d'organiser ces processus décisionnels, si vous voulez. Et là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet par manque de temps, mais bien sûr, ces deux services, ils relèvent de ce qu'on pourrait appeler des cultures de services différentes au sujet de ces décisions de l'ATA. Par exemple, le service parisien, il va impliquer beaucoup plus les familles, beaucoup plus les proches, mais aussi beaucoup plus les paramédicaux, même si j'aime pas ce terme, donc c'est les infirmiers, infirmières et aides-soignantes, et beaucoup plus aussi des avis extérieurs pour justement bénéficier d'un avis qui ne soit pas directement engagé dans le service et auprès des patients. Ce qui est très différent dans la réa enquêtée à Marseille, puisque si ces décisions, elles sont bien sûr collégiales, ça reste que c'est principalement un collège de médecins du service. Donc tout ça, ça fait qu'il y a quand même des vécus et des sensibilités, on va dire, différentes. Il y a des nuances qui conviendraient de développer plus en détail. Et ça, voilà, j'espère que ce sera l'objet de papier ou de futures présentations, mais ce n'est pas forcément ce que je vais continuer de développer dans les quelques lignes qui restent. Voilà, en tout cas, ce que je vais plutôt essayer de développer, c'est qu'il me semble que par cette recherche, par cette enquête, on a réussi un peu mieux à saisir les contours de ce qu'on pourrait donc appeler cette expérience éthique que j'ai évoquée en début de présentation, ce régime expérientiel ou ce type d'expérience qu'on va retrouver justement dans ces deux services dans le cadre de ces processus et décisions de fin de vie. Alors, cette notion d'expérience éthique, on peut la comprendre de plusieurs façons.
mais des définitions qui ne s'excluent pas, mais qui vont dialoguer entre elles, voire qui vont s'articuler entre elles, qui vont s'imbriquer. Voilà. Alors peut-être pour commencer, et finalement assez simplement, à titre individuel comme à titre collectif, cette expérience éthique, elle renvoie au fait que les équipes se trouvent face à des dilemmes, des dilemmes éthiques, donc quant au bien fondé de leur pratique, la violence physique et symbolique aussi auxquelles peuvent renvoyer leurs pratiques, et finalement à la bienveillance qui est censée être constitutive de leur pratique. On se demande, est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'on est en train de prolonger une agonie, de faire souffrir des patients et des proches en continuant le traitement? Est-ce que ce patient a réellement une chance de survie? Et si oui, à quel prix? Et si les traitements sont limités ou arrêtés, comment est-ce qu'on pourrait être convaincu finalement que cette décision elle est la bonne et qu'on n'a pas écourté une vie, alors même qu'il y a certains patients qui se remettent et qui se rétablissent très bien et très rapidement après qu'on ait eu l'impression justement qu'il était dans une forme de longue agonie et dans une mort certaine et très proche avec un échec des thérapeutiques finalement. Là, il y a donc une expérience au sens d'une situation de réflexivité pour l'acteur, au sens d'une enquête, dirait le philosophe John Dewey, c'est-à-dire d'une situation problématique qui va amener à élaborer des hypothèses et des raisonnements pour résoudre un problème qui a émergé dans une situation. Et ici, cette enquête, c'est avant tout une enquête qu'on pourrait appeler une enquête éthique. Et là encore, je reprends une notion chère donc à John Dewey, une enquête éthique, puisque finalement, elle va porter sur les conséquences morales de ses choix. Mais ce qui fait expérience, donc toujours en suivant les propositions de Dewey, c'est qu'il y a un caractère nécessairement intriqué et indissociable des dimensions qui sont à la fois cognitives, réflexives, mais aussi sensibles et affectives. Autrement dit, cette expérience réflexive décrite là juste avant, elle va aussi de pair avec une expérience sensible. Et ici, le sensible et l'affect, ils ne sont donc pas opposés au rationnel, au théorique, au réflexif, si vous voulez. Ils participent et ils la composent en partie. Il n'y a pas vraiment de distinction, ou en tout cas, ces frontières, elles sont largement floues et largement poreuses. Et emmêlées, donc. Et par exemple, ça, on le voit avec le problème qui est posé par la prise en charge de ces sujets jeunes, pour lesquels, je cite, donc, il faut aller au bout du bout, il faut tout tenter, et pour lesquels, donc, la fin de la prise en charge active, donc, elle doit reposer sur le sentiment d'avoir tout fait pour ce jeune patient, finalement. Et avoir tout fait, quitte finalement parfois à se sentir aux limites du déraisonnable. Donc, cette expérience sensible et incarnée, c'est aussi la façon dont certains événements, ils vont affecter plus que d'autres les soignants, ils vont laisser des marques dans les mémoires, des mémoires individuelles et collectives, comme ces patients donc, qui sont décédés jeunes et dont le collectif soignant se rappelle régulièrement avec tristesse et avec amertume, ou encore lorsqu'on va convoquer ces récits de jeunes patients qu'on dit miraculés et qui avaient donc un pied dans la tombe. Donc, ces événements, ils se rappellent donc à cette communauté affective et finalement, ils vont constituer des marqueurs forts des récits de cette crise et des difficultés rencontrées dans le cadre de cette crise et aussi des marqueurs pour trouver des appuis, si vous voulez, à l'action, pour s'orienter dans l'action et pour essayer d'agir. Donc, finalement, ils vont agir comme des repères, au sens où on se rappelle et on se rapporte à ces événements pour penser la prise en charge des autres patients aussi. Mais paradoxalement, ce sont des repères qui vont inviter, peut-être un peu plus que les autres, à l'incertitude. C'est des repères et des appuis, mais qui n'aident pas forcément à éclaircir la part d'incertitude sur le pronostic. Au contraire, plutôt, ils vont introduire, voire favoriser le doute. Et l'introduction de ce doute, elle va permettre de questionner, d'une certaine façon, à nouveau frais, la dimension morale des actes envisagés donc, pour ces situations de fin de vie. C'est donc des repères qui agissent en quelque sorte comme des repères éthiques, mais des repères éthiques qui ont émergé de cette situation de crise, tandis que la plupart des repères éthiques qui étaient déjà inscrits, si vous voulez, dans le cadre notamment de protocoles et de routines du travail, eux, ils ont été brouillés, ou en tout cas bousculés par l'effet de crise, par les différents effets, les différents impacts de cette crise. Parce que ce sont bien donc les survivants et les miraculés qui vont permettre l'appui de ces décisions et qui parallèlement vont aussi favoriser le sentiment d'être aux prises avec cette obstination déraisonnable. De la même façon que ce sont les jeunes patients décédés qui vont aussi justifier de continuer les soins, car il ne faut pas que ça se reproduise.
Voilà, donc cette expérience, on pourrait l'appeler expérience éthique, hein. En tout cas, c'est les propositions de contours de définition, parce qu'elle déstabilise les repères éthiques et en introduit au contraire des nouveaux qui reposent parfois sur l'acceptation d'une incertitude plus grande, là où un certain nombre de normes, de protocoles, de routines normatives avaient justement permis d'identifier, mais aussi d'anticiper et de répondre aux enjeux éthiques qui étaient propres au travail de réanimation. Et au centre desquels, donc au centre de ces enjeux, se trouvent bien sûr les questions de fin de vie et de prévention de l'obstination déraisonnable. Cette expérience éthique, elle relève donc aussi de tensions entre des valeurs et des exigences éthiques, des tensions qui sont exacerbées, encore une fois, par le brouillage de ces repères et de ces cadres éthiques, qui va fonctionner en situation ordinaire, mais plus comme il faut en situation de crise. Et par exemple, notre exemple, il va témoigner d'une tension entre une conception du soin fondée sur l'évitement de l'obstination déraisonnable, une conception aussi qui est finalement assez récente dans l'histoire de la médecine, de l'hôpital et de la réanimation, mais qui est quand même de plus en plus ancrée, bien sûr. Et donc, en tension, ça avec une autre conception du soin comme nécessité d'agir et de tout tenter dans une situation forte d'incertitude.